La révolution industrielle aurait difficilement été possible sans qu'il n'y ait tout d'abord une augmentation massive de la population. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors aujourd'hui nous allons aborder la révolution industrielle, un phénomène inconsidérable qui représente la mutation la plus importante de l'histoire humaine depuis l'invention de l'agriculture. Cette révolution industrielle commence d'abord en Angleterre et elle va se répandre éventuellement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord pour éventuellement gagner l'ensemble de la planète. Elle aura des conséquences considérables sur la société et sur les valeurs humaines. Alors, pour vraiment comprendre l'ampleur du mouvement de la révolution industrielle, il est important de revoir au moins brièvement la situation du monde européen avant cette révolution industrielle. Alors, la période qui précède la révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle généralement l'Ancien Régime. Donc, une période quelque peu difficile à bien des égards si on compare avec la situation qu'on vit désormais. Alors, d'abord, ça concerne l'agriculture. Alors, le monde de l'Ancien Régime était un monde qui était dominé essentiellement par l'activité agricole. Effectivement, 80 à 90 de la population dans l'Ancien Régime vivait directement ou indirectement de l'agriculture. Et l'agriculture représentait environ entre 70 et 80 du revenu national d'à peu près n'importe quel pays d'Europe. Donc, l'économie commençait et se terminait par l'agriculture en bonne partie. Et pourquoi cette agriculture est si importante? En grande partie parce que les rendements de l'agriculture à l'époque étaient faibles. Alors, il y avait peu d'élevage à l'époque, peu d'élevage d'animaux, donc peu d'engrais naturels, ce qu'on appelle le fumier. Donc, peu d'engrais à répandre sur les champs, donc ça diminuait d'autant la productivité des champs. Alors, on a utilisé pendant longtemps la méthode de la jachère, alors où est-ce qu'une partie de la terre n'est pas cultivée pendant un certain temps, ce qui empêchait une exploitation intensive des champs qui étaient disponibles. D'autre part, les outils à l'époque de l'Ancien Régime étaient peu développés, ce qui contribuait à ralentir le travail. Un autre élément aussi de l'Ancien Régime qui détonne par rapport à la situation actuelle, c'est la question de l'énergie et de la métallurgie. Alors, quelles étaient les sources d'énergie utilisées à l'époque de l'Ancien Régime? C'était essentiellement la force animale à travers le travail du bœuf, des mules, de l'âne ou des chevaux. Alors donc, une énergie qui a ses limites et qui est relativement coûteuse, soit dit en passant, parce qu'il faut nourrir ces animaux. D'autre part, on utilisait également l'énergie de l'eau et du vent par le biais des moulins. Alors, ces moulins pouvaient permettre de moudre le blé, comme on l'a vu à l'occasion du Moyen Âge, mais activer les métiers à tisser pour le textile ou servir également pour la métallurgie. Mais cette énergie est relativement limitée et dépend des circonstances. D'autre part, à quoi ressemblaient les transports à l'époque, à part donc les chariots tirés par les bœufs et les ânes. Donc, il y avait aussi la marine, donc les navires, mais des navires qui étaient à voile à l'époque. Alors, c'est un type de navire qui est extrêmement lent et qui dépend de la bonne volonté des vents. Alors, encore une fois, manque d'énergie fiable dans le cas des transports. D'autre part, quels sont les combustibles qu'on utilisait de façon prédominante à l'époque? C'était essentiellement le bois et le charbon. Alors, et encore là, le charbon était limité parce qu'évidemment, lorsqu'on voulait creuser à l'intérieur des mines pour aller chercher du charbon, souvent il y avait des infiltrations d'eau et dès que l'eau s'infiltrait à l'intérieur du mine, celle-ci devenait inutilisable. On n'était pas capable d'enlever l'eau dans les mines. Donc, le charbon reste encore une énergie relativement peu accessible comparée à de nos jours et le bois génère une quantité d'énergie qui est relativement limitée.
Alors justement, en métallurgie, on utilisait pour faire fondre le métal le bois. Donc on faisait brûler du bois, mais le bois chauffe peu, ce qui donne un fer de mauvaise qualité parce qu'on n'atteignait pas le niveau idéal de fusion. Et d'autre part, le rendement était limité aussi parce que le bois est cher et de plus en plus rare parce que avec la déforestation, il fallait aller de plus en plus loin pour aller chercher le bois nécessaire pour les différentes activités, les différentes sources d'énergie en métallurgie ou autres. D'autre part, l'Occident de l'Ancien Régime présente des différences importantes avec notre époque en ce qui a trait à la production et au commerce. C'est que à l'époque, la production artisanale se faisait essentiellement dans le domaine technique. Ça représentait à peu près 60% de la production. Or, justement, une grande partie de la fabrication textile était d'ordre familial. Les mères de famille qui, à l'époque, produisaient les vêtements et les tissus nécessaires pour les besoins de la famille. Alors, d'autre part, il y avait aussi une production artisanale qui existait par le biais des corporations de métiers, sauf que c'était un système hérité du Moyen Âge, avec des règles rigides, sans division efficace du travail. Alors, la production, à cette époque-là, se faisait à très petite échelle. D'autre part, on l'a souligné un peu tout à l'heure, il y a la question des transports. Alors, le réseau routier de l'Ancien Régime est encore assez peu développé. On voyage encore avec des chariots traînés par la force animale. Et au niveau de la navigation, on dépend encore des navires à voile qui eux-mêmes dépendent du vent et des courants et en plus d'être limités dans le tonnage. Alors, il y a une quantité limitée qu'on peut mettre comme marchandise dans un navire à voile. Sinon, il n'avance plus, la force des vents n'est plus suffisante. Et d'autre part, en ce qui a trait au commerce, celui-ci, dans les pays peu centralisés comme l'Italie ou le Saint-Empire romain germanique, se heurte à beaucoup de barrières tarifaires, des barrières douanières et aussi l'abondance des monnaies qui varient beaucoup d'une région à l'autre. Alors, ça occasionne des frais pour n'importe quel commerçant de devoir acheter sans cesse des nouvelles monnaies au fur et à mesure qu'il change de pays, de région. Et d'autre part, à l'époque de l'Ancien Régime, le crédit est encore assez peu développé. Il est encore très difficile d'emprunter pour développer une entreprise, ce qui amène un frein à l'entrepreneurship dans l'Ancien Régime. Alors, comme on peut le voir, à l'époque de l'Ancien Régime, l'économie rencontrait de nombreux freins et peinait à se développer véritablement. Alors, pendant des siècles, l'économie européenne et nord-américaine va se heurter à ces différents problèmes qui vont l'empêcher de progresser de façon importante, jusqu'à temps qu'il y ait en Europe et en Amérique une explosion démographique, car la population va augmenter de façon massive à partir de 1750. Mais pour bien comprendre l'ampleur de cette explosion démographique, il faut voir comment la population évoluait auparavant d'un point de vue démographique. Alors, la situation typique dans l'Ancien Régime, c'était une forte natalité avec également une forte mortalité. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on faisait beaucoup d'enfants, mais par contre, beaucoup de ces enfants mouraient en bas âge et la population mourait relativement jeune, ce qui freinait quelque peu l'élan apporté par ces nombreuses naissances. Alors, la croissance naturelle de la population était très faible. L'espérance de vie était d'environ 30-35 ans dans ces années. Et donc, en plus, cette croissance démographique était souvent freinée par les fréquentes calamités comme les famines et les épidémies. D'une part, les famines amenaient une rareté de la nourriture. Il était impossible de stocker pour longtemps de la nourriture à l'époque à cause des faibles conditions de conservation des aliments. D'autre part, on avait des difficultés d'approvisionnement en raison des moyens de transport qui étaient archaïques à l'époque. D'autre part, les famines étaient souvent suivies d'épidémies parce que la famine affaiblit la population et ensuite, avec ces carences alimentaires, les populations ont du mal à résister à l'arrivée de nouvelles maladies. Alors, les épidémies à l'époque sont souvent meurtrières, d'autant plus que la médecine de l'époque était inadéquate à bien des égards.
Cependant, vers le milieu du 18e siècle, on passe à une phase de transition. C'est qu'on va assister à une chute importante de la mortalité, mais avec encore une très forte natalité. Alors donc, on fait encore autant d'enfants qu'auparavant, sauf que ceux-ci survivent plus facilement à l'âge adulte et l'espérance de vie augmente de façon significative, ce qui fait qu'on va assister à un véritable boom démographique. Mais quelles sont les raisons de ce boom démographique? D'où vient-il? D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, on commence à bénéficier d'une meilleure alimentation grâce aux nouveaux produits qui viennent d'Amérique, notamment le maïs et principalement la pomme de terre. La pomme de terre qui épuise beaucoup moins les terres et qui a un apport nutritif plus important que celui du blé, culture traditionnelle auparavant. D'autre part, on va procéder à une meilleure exploitation de l'agriculture. Alors, on délaisse le système de la jachère pour suivre un cycle qui n'épuise pas la terre, qu'on appelle le système des rotations. Comme par exemple en Angleterre, où est-ce que la première année d'un cycle de 10 ans, on va cultiver d'abord des navets et l'année suivante de l'orge et la troisième année du trèfle pour ensuite cultiver du blé, une culture qui, comme je l'avais dit précédemment, épuise beaucoup la terre. Et on revient au navet la cinquième année, ensuite à l'orge, ensuite au trèfle, et à la huitième année, on peut cultiver encore du blé. Et la neuvième année, on cultive des fèves, et encore une fois, la dixième année, du blé. En variant les cultures de cette façon-là, on épuise peu la terre à long terme, et d'autre part, on peut se permettre d'exploiter la terre au grand complet au lieu de laisser une partie de la terre en jachère, et donc la laisser se régénérer sans être exploitée. Alors donc, ce système de rotation des cultures va faire des miracles pour la suite des choses, d'autant plus qu'on réussit à magasiner davantage de surplus à l'occasion de cette rotation des cultures, et en ayant des surplus, on va pouvoir se permettre de nourrir davantage de bêtes, de bétail, que ce soit des bœufs ou des cochons ou des moutons ou peu importe ce qu'on veut élever. Et évidemment, tous ces animaux vont générer davantage de fumier, du fumier qui constitue un engrais naturel qu'on va évidemment épandre sur les terres et contribuer ainsi à les rendre plus fertiles. Et comme elles deviennent plus fertiles, les résultats de l'agriculture vont encore s'améliorer d'année en année. Et ça va donner un cercle positif, l'inverse d'un cercle vicieux. Alors donc, plus de surplus, plus de bêtes, plus de fumier, une meilleure agriculture qui amène plus de surplus et ainsi de suite. Alors, quels seront les résultats de tout ceci? D'abord, un meilleur rendement agricole et d'autre part, plus de viande à consommer parce qu'on a davantage de bétail. Donc, la viande sera désormais beaucoup plus accessible à tout le monde, alors qu'au Moyen Âge, la plupart des gens ne mangeaient de la viande qu'une ou deux fois par année aux occasions de bombances. Alors donc, moins de carences alimentaires pour l'ensemble de la population, ce qui contribue à la rendre plus solide, plus résistante aux maladies et aux différents maux qui peuvent l'accabler. Donc, avec moins de carences, avec une meilleure alimentation, moins de gens meurent jeunes. Et pendant un bon moment, donc, les populations vont continuer à faire des enfants au même rythme, d'où une explosion démographique. L'espérance de vie augmente avec pourtant une bonne capacité pour faire des enfants. Alors, quelles seront les conséquences de tout cela? C'est que la population va augmenter, donc il y aura davantage de consommateurs pour l'artisanat et tous les produits dont la population pourra avoir besoin, ce qui va stimuler évidemment la production et donc plus de débouchés pour la production de biens de toutes sortes. Et d'autre part, ça augmente aussi la main-d'œuvre disponible parce que avec cette agriculture qui est de plus en plus efficace, de plus en plus productive, on a besoin de moins d'ouvriers, de travailleurs dans les champs. Ces gens qui perdent leur emploi pour leur grand malheur vont devoir émigrer vers les villes où ils vont être disponibles pour des travaux industriels ou artisanaux de toutes sortes. Alors donc, l'augmentation de la main-d'œuvre dans les villes va contribuer à transformer l'économie. Alors donc, cette marchandise accessible à faible prix va jouer un rôle moteur dans la suite des choses.